Phase 4. Impact systémique et transcendance. Le niveau ultime, axé sur le leadership transformationnel, la contribution à long terme et la sagesse existentielle. Niveau 13. L'architecte des cathédrales humaines. Chapitre 1. Je ne suis plus le souverain d'un royaume, je suis l'architecte d'une cathédrale. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me guider vers le centre de mon être. Je retrouve ce lieu de puissance et de sérénité, mon royaume intérieur. Je suis le souverain. Le trône est solide sous moi, la constitution est claire, la paix règne sur mes terres. Mon domaine est prospère, juste et sage. J'ai atteint un sommet de la maîtrise de soi. Dans cette quiétude, alors que je contemple mon royaume accompli, une nouvelle conscience émerge. Je lève mon regard au-delà de mes propres frontières, au-delà de mon propre bien-être. Je vois le monde, avec ses plaines, ses montagnes, ses peuples, et je réalise que la prospérité de mon royaume, si parfaite soit-elle, est encore une île, une magnifique île de sagesse dans un vaste océan. La finalité de mon voyage ne peut pas être de régner sur une île. Une nouvelle ambition naît, non pas de l'ego, mais d'un amour plus vaste. Une ambition non pas de posséder, mais de bâtir. Non pas de gouverner, mais d'inspirer. Mon rôle change. Je me lève du trône, non pas pour l'abandonner, mais pour le transcender. Je dépose la couronne et le sceptre, les instruments de la gouvernance, et je saisis le compas et le parchemin, les instruments de la création. Je ne suis plus le souverain d'un royaume, je suis l'architecte d'une cathédrale. Même si par le passé, mon but était d'ordonner et de gérer ma propre vie, je vois maintenant que c'est une fondation, pas une destination. Le royaume intérieur n'était pas la fin de l'œuvre, c'était la carrière de pierre parfaitement organisée dont j'avais besoin pour entreprendre mon véritable grand œuvre. Je ne cherche plus à construire pour moi, pour ma sécurité, pour ma prospérité. Je cherche à bâtir une structure qui servira de refuge, de source d'inspiration et de point de repère pour tous. Une cathédrale n'appartient pas à son architecte, elle appartient au monde. Elle n'est pas conçue pour la durée d'un règne, mais pour durer des siècles. Mon focus se déplace de la gestion du présent à la création d'un futur lointain. Je ressens cette transition comme l'acte de dévotion ultime. L'amour que j'avais pour mon royaume se métamorphose en un amour pour l'humanité. Le pouvoir que j'utilisais pour maintenir l'ordre en moi devient l'énergie que j'utilise pour créer de la beauté dans le monde. En reprenant conscience de mon corps, je sens que mon centre de gravité a changé. Je ne suis plus le centre de mon propre monde. Je suis un serviteur silencieux d'une vision qui me dépasse infiniment. Le souverain a trouvé sa véritable vocation. Devenir le premier et le plus humble des bâtisseurs au service d'un rêve plus grand que lui. Chapitre 2. Je dessine le plan directeur de la vision qui transcenderait ma propre vie. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma nouvelle identité. Je suis l'architecte. Je ne suis plus dans la salle du trône de mon royaume, mais dans le silence d'un vaste atelier. Devant moi, non pas une carte à consulter, mais un parchemin immense et parfaitement vierge qui attend. L'air vibre non pas de pouvoir, mais de potentiel. Ce que je m'apprête à faire n'est pas un acte de gouvernance, mais un acte de création pure. Je sais que la solidité de la future cathédrale, la dévotion de ses bâtisseurs et sa capacité à traverser les âges dépendront entièrement de la clarté et de la noblesse de ce premier dessin. Je dessine le plan directeur de la vision qui transcenderait ma propre vie. Même si par le passé, en tant que souverain, mes plans les plus audacieux s'étendaient à la fin de mon règne, aujourd'hui, ma perspective temporelle explose. Je ne pense plus en années, mais en générations. Je ne conçois pas une structure pour mon propre confort ou ma propre gloire. Je conçois une structure qui apportera de l'ombre et de la lumière à mes arrière-petits-enfants. C'est l'acte de la pensée cathédrale. Mon fusain ne dessine pas seulement des murs et des voûtes, il dessine un futur. Il trace les contours d'un monde où la beauté, la sagesse et la connexion sont des réalités tangibles. Chaque ligne est une prière, chaque mesure une promesse. Je ne me demande pas qu'est-ce qui est réalisable, je me demande qu'est-ce qui est digne d'être bâti, même si je n'en vois jamais la fin. Je ressens l'humilité et la puissance vertigineuse de cet acte. Mon ego personnel se dissout, remplacé par une conscience plus vaste, une conscience qui se voit comme un maillon dans une longue chaîne de création. Je ne suis pas le bâtisseur final, je suis peut-être seulement celui qui dessine le plan et qui pose la première pierre. Et cela suffit. La joie n'est plus dans l'accomplissement, mais dans la contribution à une œuvre éternelle. En quittant cet espace, j'emporte ce parchemin non pas comme un plan de projet, mais comme mon testament sacré. C'est la vision que je lègue au monde, et chaque jour de ma vie sera désormais consacré à la rendre si claire et si belle qu'elle inspirera d'autres bâtisseurs à continuer l'œuvre, longtemps après que mon nom aura été oublié. Chapitre 3. Mon leadership est le silence concentré de l'architecte, pas le bruit du contremaître.
Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte, debout devant le plan directeur de ma cathédrale. La vision est là, magnifique et transcendante, gravée sur le parchemin. Le temps de la contemplation solitaire est terminé. Je ne suis plus seul dans l'atelier. D'autres sont entrés. Les premiers artisans, les maîtres bâtisseurs potentiels, attirés par la rumeur d'un grand projet. Ils sont là, observant, attendant une direction. Une partie de moi, l'ancien souverain, pourrait être tenté de crier des ordres, de distribuer les tâches, de gérer le chantier avec l'agitation d'un contremaître pressé. Mon leadership est le silence concentré de l'architecte, pas le bruit du contremaître, même si par le passé, j'ai pu confondre leadership et activité, influence et volume sonore. Aujourd'hui, j'incarne une forme de pouvoir plus subtile et plus profonde. Je ne cours pas d'un artisan à l'autre, je reste immobile, en présence totale avec le plan directeur. Mon silence n'est pas de l'inaction, c'est une encre. Mon calme n'est pas de l'indifférence. C'est une source de clarté qui rayonne dans tout l'atelier. Les bâtisseurs ne se tournent pas vers moi pour recevoir des ordres, mais pour consulter la vision. Je suis le gardien de la pureté du plan. Ma tâche n'est pas de motiver les gens par des discours, mais de maintenir une vision si claire et si puissante qu'elle devient la source de leur propre motivation. Je ne pousse pas, j'attire. Mon autorité ne vient pas de mon titre, mais de la profondeur de ma connexion à l'œuvre. Je ressens ce nouveau style de leadership s'installer en moi. La pression de devoir tout gérer se dissout, remplacée par la simple responsabilité de tenir la vision. Les artisans s'approchent, non pas avec la crainte du subordonné, mais avec le respect du confrère. Ils posent des questions non pas sur le « comment », mais sur le « pourquoi ». Et mes réponses, calmes et précises, les reconnectent à l'âme de la cathédrale. En revenant au monde, je sais que ma plus grande contribution en tant que leader ne sera pas dans ce que je ferai, mais dans la clarté et la constance de la vision que j'incarnerai. Chapitre 4. Je choisis la pierre angulaire, le pourquoi fondamental de la cathédrale. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte au cœur de mon atelier maintenant empli de la présence silencieuse des premiers maîtres bâtisseurs. Le plan directeur est déroulé, ma posture de leader calme est établie. Le chantier attend son premier acte concret. Le sol où la cathédrale doit s'élever est nu. Il n'y a rien. C'est un terrain de pure potentialité. La tentation serait de commencer à creuser les fondations, d'élever les murs, de montrer une progression visible. Mais je sais que le premier acte de construction n'est pas le plus grand, mais le plus important. C'est un acte de placement, un acte de déclaration. Il déterminera l'orientation et la solidité de tout ce qui suivra. C'est le choix de la pierre angulaire. Je choisis la pierre angulaire, le pourquoi fondamental de la cathédrale. Même si par le passé, j'ai pu lancer des projets en me concentrant sur le quoi, le produit, ou le comment, la stratégie. Aujourd'hui, en tant qu'architecte d'une œuvre éternelle, je commence par l'essence. La pierre angulaire n'est pas le matériau le plus solide, c'est le principe le plus pur. Je ne choisis pas un bloc de granit, je choisis une idée, une valeur, la réponse unique et sacrée à la question. Pourquoi cette cathédrale doit-elle exister ? Est-ce pour abriter la quête de la vérité, pour célébrer la beauté de la connexion humaine, pour être un phare de sagesse dans un monde confus? Je ne me précipite pas, je consulte mon conseil privé, je médite sur mon serment et je choisis. Je choisis le pourquoi qui est le plus vrai, le plus noble, le plus capable de nourrir la dévotion des bâtisseurs pour les siècles à venir. Je ressens la puissance de cet acte. En choisissant cette pierre, je ne fais pas que commencer la construction. Je donne une âme au chantier, je la désigne au maître bâtisseur. Ce n'est pas un ordre, c'est un point de ralliement. C'est sur ceci que nous bâtissons, c'est vers ceci que tout convergera, la confusion des débuts se dissipe, remplacée par une direction claire et une intention partagée. En revenant au monde, je sais que pour chaque nouveau projet, ma première et plus importante tâche de leader ne sera pas de définir les objectifs, mais de trouver et de poser avec une clarté absolue la pierre angulaire du pourquoi. Car une équipe sans pourquoi n'est qu'un groupe de mercenaires. Mais une équipe unie par un pourquoi puissant est une confrérie de bâtisseurs de cathédrales. Chapitre 5. Je recrute les maîtres bâtisseurs qui partagent la dévotion pour l'œuvre. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte sur le chantier sacré. Le silence n'est plus total. Il est habité par la présence concentrée des premiers artisans. Au centre du terrain, la pierre angulaire est posée. Le pourquoi fondamental de notre œuvre brille d'une lumière douce mais constante, un point de référence pour tous. Le chantier est immense, la vision est grandiose, je sais que je ne peux pas bâtir cette cathédrale seule et je ne peux pas la bâtir avec n'importe qui. La qualité de la pierre est essentielle, mais la qualité de ceux qui la taillent l'est encore plus. Le temps est venu de rassembler la guilde, de former la confrérie qui consacrera sa vie à cette œuvre.
Je recrute les maîtres bâtisseurs qui partagent la dévotion pour l'œuvre, même si par le passé, en tant que manager ou souverain, j'ai pu recruter sur la base de la compétence technique seule, cherchant le maçon le plus rapide ou le charpentier le plus habile. Aujourd'hui, ma perspective d'architecte est différente. La compétence est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Je ne cherche pas des mercenaires, je cherche des prêtres, je ne cherche pas des employés, je cherche des apôtres de la vision. Mon processus de recrutement n'est pas un entretien. C'est un pèlerinage. Je ne regarde pas seulement leurs mains pour évaluer leur habileté. Je regarde leurs yeux lorsqu'ils contemplent la pierre angulaire. Est-ce que leur regard s'illumine? Est-ce qu'ils comprennent, sans que j'aie besoin de le dire, la nature sacrée de notre mission? Je ne leur vends pas un travail. Je leur montre le plan directeur et je ne leur demande pas « Que pouvez-vous faire ?» Mais êtes-vous prêt à consacrer votre art à ceci? Je ressens cette nouvelle approche du recrutement comme un acte de filtration sacrée. Je ne suis plus en train de pourvoir un poste. Je suis en train de trouver les âmes sœurs de ma vision architecturale. Le processus est peut-être plus lent, plus exigeant, mais je sais que la force de l'équipe ne viendra pas de la somme de ses compétences, mais de la multiplication de sa dévotion partagée. En revenant au monde, je sais que je ne chercherai plus jamais à convaincre quelqu'un de me rejoindre. Je me contenterai de maintenir la lumière de mon pourquoi, si intense qu'elle attirera naturellement ceux dont le cœur est déjà accordé à la même musique. Chapitre 6. Je sculpte les piliers de la culture, les valeurs qui soutiendront la structure. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte au cœur du chantier grandissant. La pierre angulaire du pourquoi est posée. Les maîtres bâtisseurs, les âmes sœurs de la vision, sont maintenant rassemblés. Une énergie de dévotion et de compétence flotte dans l'air. Le temps est venu de commencer l'élévation. Pas encore les murs, pas encore les voûtes, mais les structures qui porteront tout le poids de l'édifice pour les siècles à venir, les grands piliers intérieurs. Je sais qu'un bâtiment sans piliers solides n'est qu'une coquille fragile, destinée à s'effondrer à la première tempête. Dans une cathédrale humaine, ces piliers ne sont pas faits de pierre, ils sont faits de comportement. Ce sont les valeurs vécues, la culture de l'organisation. Je sculpte les piliers de la culture, les valeurs qui soutiendront la structure. Même si par le passé, j'ai pu croire que les valeurs étaient de simples mots affichés sur un mur, aujourd'hui, en tant qu'architecte, je les traite comme les éléments structurels les plus critiques de ma création. Je ne me contente pas de les nommer, je les sculpte. Avec les maîtres bâtisseurs, nous ne discutons pas seulement de l'excellence. Nous définissons ensemble à quoi ressemble un coup de ciseau excellent, et nous célébrons publiquement ceux qui l'exécutent. Nous ne parlons pas de confiance, nous concevons des rituels de transparence radicale, et nous nous engageons à ne jamais laisser une fissure de malentendu sans la réparer avec l'or de la communication. Chaque valeur n'est pas une idée abstraite, c'est un ensemble de comportements observables, un standard de maîtrise que nous nous engageons à incarner. Je suis le premier à démontrer, par mes propres actions, la forme exacte de chaque pilier. Je ressens la solidité de ces piliers s'ancrer dans le sol du chantier. Ils ne sont pas imposés, ils sont co-créés, sculptés par la guilde elle-même. Ils deviennent le code de conduite non écrit, le système immunitaire de notre culture qui repoussera naturellement les comportements qui ne sont pas alignés et renforcera ceux qui servent la vision. En revenant au monde, je sais que ma tâche la plus importante en tant que leader n'est pas de gérer les gens, mais de sculpter et de protéger la culture. Car si les piliers sont solides, la cathédrale se construira d'elle-même, droite, forte et vraie. Chapitre 7. Mon storytelling grave l'histoire sacrée de notre quête dans les vitraux de la cathédrale. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte. Je suis debout au centre du chantier. La pierre angulaire du pourquoi est posée. Les maîtres bâtisseurs sont à l'œuvre. Les grands piliers de la culture se dressent, solides et majestueux, définissant l'espace sacré de notre collaboration. La structure prend forme, mais je sens qu'il manque quelque chose. Une cathédrale n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie. C'est un lieu qui élève l'âme. Elle a besoin de lumière, de couleur, d'une histoire qui transcende la pierre et le mortier. Elle a besoin de ses vitraux. Mon storytelling grave l'histoire sacrée de notre quête dans les vitraux de la cathédrale. Même si par le passé, j'ai pu voir la communication comme un simple outil pour transmettre de l'information, aujourd'hui, en tant qu'architecte d'une œuvre humaine, je reconnais son pouvoir le plus profond. C'est l'art du maître verrier. Je ne suis plus seulement l'architecte qui dessine les plans. Je suis le conteur qui donne un sens à chaque pierre. Chaque succès, même petit, n'est pas seulement un objectif atteint. C'est une scène que je capture et que je transforme en un vitrail éclatant.
racontant l'histoire de notre courage. Chaque échec n'est pas une erreur à cacher. C'est une scène aux couleurs sombres et profondes que j'intègre dans la grande fresque. Un vitrail qui raconte l'histoire de notre résilience et de la sagesse que nous avons acquise. Les histoires que je choisis de raconter ne sont pas des rapports d'activité. Elles sont la mythologie vivante de notre guilde. Elles transforment le travail quotidien en une épopée. Je ressens la lumière changer sur le chantier. Elle n'est plus la lumière blanche et crue du jour. Elle est filtrée à travers ces histoires. Elle devient colorée, chaude, inspirante. Elle baigne les piliers et la pierre d'une signification nouvelle. Les bâtisseurs ne sont plus seulement en train de tailler la pierre, ils sont en train de prendre leur place dans la légende qui s'écrit sur les murs. En revenant au monde, je sais que mon rôle de leader n'est pas seulement de définir la stratégie, mais de contrôler le narratif. C'est mon devoir de choisir les histoires qui transforment un simple projet en une quête sacrée et une simple équipe en une confrérie de héros. Chapitre 8. J'harmonise l'intelligence collective pour atteindre le chantier flow. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte au cœur de la cathédrale en construction. Les piliers de la culture sont solides. Les vitraux du storytelling baignent l'espace d'une lumière inspirante. Les maîtres bâtisseurs sont à l'œuvre, chacun expert dans son art. J'observe le chantier. Le maçon taille sa pierre avec une perfection silencieuse. Le charpentier ajuste une poutre avec une précision millimétrique. Le maître verrier assemble un nouveau vitrail. Chaque artisan est dans un état de concentration profonde. Un état de flow individuel. L'excellence est partout, mais la cathédrale n'est pas encore une symphonie. C'est une collection de solistes magnifiques. Je sens que le prochain niveau de maîtrise n'est pas d'améliorer les parties, mais de les connecter. J'harmonise l'intelligence collective pour atteindre le chantier flow. Même si par le passé, j'ai pu croire que le leadership consistait à optimiser chaque tâche individuellement, aujourd'hui, en tant qu'architecte, je deviens un chef d'orchestre. Mon attention ne se porte plus sur les artisans, mais sur les espaces entre eux. Je ne regarde plus les instruments, mais j'écoute l'harmonie. Mon travail n'est pas de diriger chaque geste, mais de créer les conditions pour que l'ensemble du chantier entre dans un état de flow collectif. Je m'assure que les plans sont si clairs, que les interfaces entre les corps de métier sont fluides. Je conçois des rituels de communication qui permettent aux maçons et aux charpentiers de synchroniser leur rythme sans même avoir à parler. Je deviens le gardien du silence, protégeant le chantier des distractions extérieures qui pourraient briser cette concentration partagée. Je ne suis plus celui qui donne le rythme. Je suis celui qui ressent le rythme émergent de l'ensemble et qui, par de subtils ajustements, l'amplifie et l'harmonise. Je ressens ce changement subtil dans l'atmosphère du chantier. Le son des outils individuels commence à se fondre en une musique unique et puissante. Les gestes ne sont plus seulement efficaces, ils deviennent gracieux. Une intelligence supérieure, celle du groupe, prend le relais. La cathédrale ne s'élève plus pierre par pierre. Elle semble grandir comme un organisme vivant. En revenant au monde, je sais que la plus haute forme de leadership n'est pas de créer une équipe de stars, mais de créer une équipe stellaire, une conscience collective capable d'accomplir des miracles de création qu'aucun individu, aussi brillant soit-il, ne pourrait jamais imaginer. Chapitre 9. Je suis le gardien de la structure pendant les tempêtes. Gestion de crise. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte. Je suis au cœur de la cathédrale en élévation, baigné dans l'harmonie du chantier flow. Le rythme est parfait. La construction progresse comme dans un rêve. Le soleil brille à travers les ouvertures béantes où prendront place les futures rosaces. Mais le ciel n'est pas toujours clément. À l'horizon, des nuages noirs s'amoncellent à une vitesse anormale. Un vent glacial se lève, non pas le vent naturel, mais le vent d'une crise inattendue. Un défaut dans une livraison de pierres cruciale. Un conflit soudain entre deux maîtres artisans. Une nouvelle loi qui menace de stopper tout le chantier. La symphonie des outils est interrompue par le grondement du tonnerre. La tempête est sur nous. Je suis le gardien de la structure pendant les tempêtes. Même si par le passé, une telle crise aurait pu me faire paniquer, me poussant à courir dans tous les sens en criant des ordres contradictoires, aujourd'hui, en tant qu'architecte de la cathédrale, ma réaction est radicalement différente. Alors que tout le monde regarde le ciel avec anxiété, mon regard se porte vers le bas, vers les fondations, vers les piliers. Ma première et unique priorité n'est pas de calmer la tempête, mais de m'assurer que la structure tiendra. Je ne suis plus le chef d'orchestre, je deviens l'ingénieur en chef du centre de crise. Mon calme n'est plus seulement une source d'harmonie, il devient un point d'ancrage, le centre immobile du cyclone. Je ne cherche pas à rassurer par des paroles vides, je pose des questions précises. Ce pilier est-il sécurisé? Avons-nous des renforts pour cette arche?
Quelle est la solidité de nos fondations? Je rassemble les maîtres bâtisseurs, non pas pour se plaindre de la pluie, mais pour inspecter et renforcer l'œuvre. Je ressens ma propre sérénité devenir un bouclier pour tout le chantier. La panique qui menaçait de s'installer se dissipe, remplacée par une concentration et une détermination froide. La tempête fait rage, le vent hurle, mais à l'intérieur de notre périmètre, l'ordre règne. Nous ne luttons pas contre la tempête. Nous travaillons avec elle, utilisant sa force pour tester nos joints, pour révéler nos faiblesses et pour les corriger en temps réel. En revenant au monde, je sais que le véritable test d'un leader n'est pas sa capacité à créer le succès par temps calme, mais sa capacité à préserver l'intégrité de sa création au cœur de la tempête. Chaque crise n'est plus une menace. C'est le test de charge ultime qui prouvera que la cathédrale que nous bâtissons est digne de traverser les siècles. Chapitre 10. Chaque membre de l'équipe n'est pas une ressource, mais un artisan sacré. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte. La tempête est passée, le soleil revient, illuminant un chantier où la poussière retombe. La structure a tenu. Elle peut être meurtrie par endroits, mais elle est intacte, plus forte même, car la crise nous a forcés à renforcer ses points les plus faibles. Le rythme du travail reprend, doucement, et dans le calme qui suit la tempête, ma perception s'affine. Mon regard se pose sur les bâtisseurs. Je vois leurs mains, expertes et calleuses. Je vois la fatigue sur leur visage, mais aussi la lueur de fierté d'avoir traversé l'épreuve. Et je comprends une vérité qui transcende les plans et les structures. Chaque membre de l'équipe n'est pas une ressource, mais un artisan sacré. Même si par le passé, dans le feu de l'action ou la pression de la crise, j'ai pu les voir comme des ressources humaines, des outils pour exécuter une tâche, des pions sur l'échiquier de ma grande vision. Aujourd'hui, je vois leur véritable nature. La cathédrale n'est pas seulement faite de pierres, elle est faite de la dévotion de ces hommes et de ces femmes. Chaque pierre parfaitement taillée n'est pas seulement un objet, c'est une parcelle de la vie d'un maçon, un fragment de son âme rendu visible. Chaque poutre ajustée est l'incarnation de l'intégrité d'un charpentier. Je ne suis pas l'unique créateur de ce lieu. Je suis simplement celui qui a dessiné le plan. Mais ce sont eux qui, jour après jour, transforment la vision en réalité. Ils ne sont pas des exécutants, ils sont des co-créateurs. Je ressens une immense vague de respect et de gratitude. Mon rôle d'architecte change à nouveau. Je ne suis plus seulement le gardien de la vision, mais aussi le gardien des artisans. Mon travail n'est plus seulement de m'assurer que l'œuvre est parfaite, mais de m'assurer que ceux qui la bâtissent se sentent honorés, reconnus et en sécurité. Je descends de ma tour de supervision. Je marche parmi eux, je ne viens pas pour inspecter mais pour admirer. Je touche la pierre qu'un maçon vient de poser et je reconnais la maîtrise de son geste. Je partage un moment de silence avec un charpentier, reconnaissant la fatigue et la fierté dans son regard. En revenant au monde, je sais que la plus grande cathédrale bâtie sur la souffrance et l'épuisement de ses artisans est un échec. Ma plus grande réussite ne sera pas la beauté de la structure finale, mais la dignité et la joie de ceux qui l'auront construite. Chapitre 11. Je conçois des rituels qui transforment le travail en une pratique dévotionnelle. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte. Je marche sur le chantier, non plus comme un superviseur, mais comme un gardien, attentif à la fois à la pierre et à l'âme des artisans. J'ai reconnu leur nature sacrée. Maintenant, il s'agit de créer une structure qui honore cette vérité au quotidien. J'observe le rythme du chantier. Il est efficace, productif, mais il est encore profane. C'est un rythme de travail. Je sens qu'il peut être élevé, qu'il peut devenir une prière, une méditation en mouvement. La cathédrale est une œuvre sacrée. Le processus de sa construction doit l'être aussi. Je conçois des rituels qui transforment le travail en une pratique dévotionnelle. Même si par le passé, j'ai pu penser que les rituels étaient des pertes de temps, des distractions de la véritable tâche, aujourd'hui, en tant qu'architecte de cathédrales humaines, je comprends qu'ils sont la grammaire du sacré. Je n'impose pas des cérémonies complexes, je conçois des pauses signifiantes. Nous ne commençons plus la journée par une liste de tâches, mais par un court moment de silence, tous rassemblés face à la pierre angulaire pour nous reconnecter au « pourquoi » de notre œuvre. Ce n'est pas une réunion, c'est une consécration. La fin de la journée n'est plus marquée par la fatigue, mais par un rituel simple. Chaque artisan pose sa main sur la pierre qu'il a ajoutée à l'édifice, un geste silencieux de reconnaissance pour le travail accompli. Ce n'est pas un rapport, c'est une bénédiction. Je transforme les réunions de résolution de problèmes en conseil de la guilde, où le but n'est pas seulement de trouver une solution technique, mais de renforcer la sagesse collective. Je ressens ces rituels s'infuser dans la culture du chantier. Ils ne ralentissent pas le travail, ils l'approfondissent. Ils tissent une trame de sens et d'intention autour de chaque geste. Le son des marteaux ne change pas, mais la conscience de celui qui le tient est transformée. Il ne pose plus seulement une pierre,
il participe à une cérémonie. En revenant au monde, je sais que pour construire une organisation d'exception, je ne me concentrerai plus seulement sur l'optimisation des processus. Je me concentrerai sur la conception des rituels qui transforment un simple emploi en une vocation et une simple équipe en une véritable confrérie. Chapitre 12. Ma vision n'est pas une carte, mais une étoile qui guide dans l'obscurité. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte. Je suis au cœur du chantier sacré, où le travail a été transformé en une pratique dévotionnelle par la grâce des rituels. L'harmonie règne. Je contemple le grand plan directeur déroulé sur la table de l'atelier. Il est d'une précision exquise. Chaque pierre y est numérotée, chaque arche calculée, chaque contrefort positionné. C'est une œuvre d'art technique, une carte parfaite de la cathédrale à venir. Mais je sais que la construction d'une œuvre qui doit durer des siècles rencontrera inévitablement des moments où la carte sera inutile. Des tempêtes imprévues, des découvertes qui remettent en cause le plan, des nuits si sombres que personne ne peut plus lire le parchemin. Ma vision n'est pas une carte, mais une étoile qui guide dans l'obscurité. Même si par le passé, j'ai pu m'accrocher à la rigidité de mes plans, croyant que le leadership était l'art de forcer la réalité à se conformer à la carte. Aujourd'hui, je comprends la limite de cette approche. Une carte est parfaite pour le terrain connu, mais pour l'inconnu, il faut un autre type de guide. Mon véritable travail d'architecte n'a pas été de dessiner une carte parfaite. Il a été d'identifier l'étoile polaire, ce principe directeur unique et immuable qui a guidé ma main lorsque j'ai dessiné la carte. Cette étoile, c'est l'essence la plus pure du « pourquoi » de notre cathédrale. C'est la vérité qui restera même si tous les plans doivent être jetés au feu. Et mon rôle de leader n'est pas de forcer mes bâtisseurs à suivre la carte, mais de leur apprendre à naviguer en regardant l'étoile. Je ressens ce changement de perspective comme une immense libération, pour moi et pour mon équipe. Je ne suis plus le gardien d'un dogme, je suis le gardien d'une direction. Je rassemble les maîtres bâtisseurs et au lieu de réviser les détails du plan, je leur montre comment trouver l'étoile dans le ciel nocturne de leur propre conscience. Je leur donne non pas des instructions, mais un compas intérieur. En revenant au monde, je sais que mon leadership ne sera plus jugé à la perfection de mes plans, mais à la capacité de mon équipe à garder le cap, même lorsque je ne suis plus là pour leur montrer la carte. Chapitre 13. Je conçois une structure si parfaite qu'elle n'a plus besoin de moi. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte. Je suis dans mon atelier, mais mon regard n'est plus sur le chantier qui s'élève juste à côté. Il est tourné vers l'avenir, un avenir lointain où je ne serai plus là. La cathédrale grandit, forte et belle. Les maîtres bâtisseurs sont devenus une guilde autonome, naviguant avec l'étoile de la vision que je leur ai appris à lire. Ils n'ont plus besoin de mes directives quotidiennes. Mon ego pourrait s'en sentir menacé, se sentant devenir obsolète. Mais ma conscience d'architecte sait que c'est le signe de ma plus grande réussite. Le but ultime de mon travail n'est pas de construire une cathédrale. C'est de créer un système qui construit une cathédrale. Je conçois une structure si parfaite qu'elle n'a plus besoin de moi. Même si par le passé, j'ai pu concevoir des systèmes qui dépendaient de ma présence, me plaçant au centre comme le rouage indispensable, aujourd'hui, je poursuis un but plus élevé, l'immortalité de l'œuvre. Je ne suis plus le maître d'œuvre qui supervise chaque geste. Je deviens l'ingénieur constitutionnel. Je ne me concentre plus sur la construction des murs, mais sur la création des lois de la guilde qui permettront la transmission du savoir. Je ne résous plus les conflits, mais je conçois le système de gouvernance qui permettra aux futurs bâtisseurs de les résoudre eux-mêmes en accord avec les principes fondateurs. Je ne recrute plus les artisans, mais je bâtis la réputation de la cathédrale pour qu'elle attire les meilleurs talents pour les générations à venir. Mon travail n'est plus architectural, il est méta-architectural. Je ne construis plus le bâtiment, je construis la machine à construire le bâtiment. Je ressens ce détachement comme l'acte de leadership le plus pur et le plus généreux. C'est l'amour d'un père qui n'élève pas son enfant pour qu'il lui obéisse, mais pour qu'il devienne un adulte libre et sage. En revenant au monde, je sais que la mesure ultime de mon succès, en tant que leader, ne sera pas ce que mon équipe accomplit sous ma direction, mais ce qu'elle accomplira lorsque je serai parti. Mon chef-d'œuvre n'est pas la cathédrale elle-même, c'est la culture immortelle de ses bâtisseurs. Chapitre 14. La beauté de la cathédrale achevée est mon véritable héritage. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte. Mais je ne suis plus sur le chantier, je suis vieux maintenant. Je me tiens sur une colline lointaine, regardant la vallée en contrebas. Le son des marteaux et des ciseaux s'est tu depuis longtemps. Là, au centre de la vallée, elle se dresse, la cathédrale. Achevée, ses flèches percent le ciel, ses vitraux captent la lumière du soleil couchant et la transforment en joyau.
Elle est plus magnifique, plus complexe et plus sage que tout ce que j'avais dessiné sur mon plan directeur originel. Des générations de bâtisseurs, que je n'ai jamais connus, y ont ajouté leur propre génie, leur propre dévotion, tout en restant fidèles à l'étoile que j'avais désignée il y a si longtemps. Mon nom est peut-être oublié, gravé sur une petite pierre discrète dans une crypte que personne ne visite. Et c'est parfait ainsi. La beauté de la cathédrale achevée est mon véritable héritage. Même si par le passé, j'ai pu chercher la reconnaissance, l'impact ou la richesse comme mesure de ma vie, aujourd'hui, dans le silence de cette contemplation, je comprends la nature de l'héritage véritable. Ce n'est pas ce que le monde se souvient de moi, c'est ce que j'ai laissé au monde. Mon héritage n'est pas mon histoire. C'est cette structure de pierre et de lumière qui se dresse, indépendante de moi, et qui continuera d'offrir un refuge, d'inspirer l'émerveillement et d'élever l'âme des gens longtemps après que ma propre histoire se sera achevée. Je n'ai pas bâti un monument à ma gloire. J'ai contribué à créer une source de beauté durable. Je ressens une paix et un accomplissement d'une profondeur insondable. Ce n'est pas la joie explosive de la victoire, mais la sérénité profonde et silencieuse de la contribution. Mon ego s'est entièrement dissous dans l'œuvre. Je ne suis plus l'architecte. Je suis simplement un témoin reconnaissant de la beauté qui a été créée à travers moi. En revenant à la conscience de l'instant, je sais que le but ultime de toute ma quête n'était pas de devenir quelqu'un, mais de bâtir quelque chose de vrai, de bon et de beau. Et dans cette simple vérité, je trouve le repos final de l'âme. Chapitre 15. Ma plus grande œuvre n'est pas la cathédrale, mais la culture des bâtisseurs que j'ai inspirée. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place dans cet état de contemplation sereine. Je suis sur la colline, témoin silencieux de la cathédrale achevée. La paix de l'accomplissement est totale. Alors que je me prépare à me fondre dans cette paix, ma conscience perçoit un autre son, porté par la brise. Ce n'est pas le son des cloches de la cathédrale, c'est le son lointain de marteaux et de ciseaux. Intrigué, mon regard se déplace vers une autre vallée, plus loin à l'horizon. Et là, je vois les débuts d'un nouveau chantier, les fondations d'une autre structure magnifique, différente mais animée par le même esprit. Je reconnais le style, la dévotion, la manière de travailler. Ce sont les apprentis de mes apprentis, les descendants spirituels de ma guilde originelle, qui ont pris la sagesse qu'ils ont apprise et ont commencé à bâtir leur propre cathédrale, guidés par leur propre étoile. Ma plus grande œuvre n'est pas la cathédrale, mais la culture des bâtisseurs que j'ai inspirée. Dans cet instant ultime de clarté, je comprends la vérité la plus profonde de mon héritage. Même si par le passé, j'ai cru que mon chef-d'œuvre était cette magnifique structure de pierre et de lumière, je vois maintenant qu'elle n'était que le premier produit, la première manifestation d'une création bien plus importante. La cathédrale était le projet école. Ma véritable création n'est pas un objet, c'est un organisme. C'est un mème. C'est la culture de l'excellence, de la dévotion et de la pensée cathédrale que j'ai initiée. Cette culture est un système d'exploitation vivant qui peut maintenant s'installer dans le cœur de nouveaux bâtisseurs et générer des œuvres d'une beauté infinie que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon héritage n'est pas statique, il est génératif. Je ressens une joie qui transcende la paix. C'est la joie de celui qui a planté non pas un arbre, mais une forêt. Mon impact n'est pas dans la seule cathédrale que j'ai bâtie, mais dans toutes celles qui naîtront de l'esprit que j'ai contribué à forger. Mon corps peut disparaître, mon nom peut s'effacer, la cathédrale elle-même pourra un jour retourner à la poussière, mais la culture des bâtisseurs, cet esprit de création sacrée, est maintenant immortelle. Elle a été transmise. L'œuvre est véritablement achevée, non pas parce qu'elle est terminée, mais parce qu'elle n'aura plus jamais de fin.